Donc, je vais vous parler encore et toujours d'un peu du projet Welfare Quality qui visait donc à proposer une méthode d'évaluation du bien-être animal. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de ce projet, déjà énormément de présentations. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais discuter avec vous, c'est en fait qu'est-ce que Welfare Quality a apporté et pourquoi. Ah, pardon. On ne le voit pas bouger ici, mais on le voit bouger là, d'accord. Ok, pardon. Donc, l'origine de ce projet, je ne sais pas, Sophie, elle est là? Parce qu'on ne peut pas voir sur l'écran ce qu'on présente, c'est un peu frustrant, oui. Bon. Au début des années 2000, déjà la Commission européenne avait lancé l'idée d'un label ou d'un étiquetage sur le bien-être animal, sur des produits, et label ou éléments de reconnaissance qui pourraient être utilisés pour les négociations bilatérales entre pays, afin d'avoir une base de discussion. Un peu plus tard, donc les eurobaromètres en 2005 et 2007 donc, ont montré que les consommateurs se disaient prêts à acheter des produits où le bien-être animal avait été respecté, mais ils se sentaient insuffisamment informés, parce qu'il n'y avait pas d'informations sur le bien-être animal, sur les produits qu'ils souhaitaient acheter. Et juste après, donc, le Comité européen social et économique donc, avait organisé un colloque autour de peut-on améliorer le bien-être en proposant un étiquetage. Donc, du coup, il est apparu nécessaire d'avoir un système d'information autour du bien-être animal qui soit harmonisé, qui soit reconnu et qui soit porteur de valeur donc pour l'animal, pour l'éleveur et pour le citoyen. Donc, c'est dans ce contexte... J'ai un peu de mal avec la souris. C'est dans ce contexte que donc, le projet Welfare Quality a démarré et nous avions imaginé donc, une boucle de progrès où on voit en haut l'éleveur qui a des animaux sous sa responsabilité, donc qui les élève avec un certain nombre de pratiques dans un environnement particulier et ces éléments donc, vont déterminer donc, le niveau de bien-être des animaux. Donc notre idée, c'était de proposer des mesures pour vérifier cet état de bien-être. Et une fois qu'on a des mesures, eh bien, il faut proposer une méthode d'évaluation. Donc c'était vraiment le cœur du projet Welfare Quality, avec deux sorties possibles. Soit on donne les résultats de l'évaluation à l'éleveur donc dans une boucle de progrès pour qu'il améliore la situation s'il y a des points qui sont négatifs. Et également donc, une sortie sur le produit, une information sur le bien-être des animaux qui peut servir donc soit pour des négociations bilatérales en commerce ou soit comme moyen de communication vis-à-vis de la société du consommateur. Donc, pour construire cette méthode d'évaluation globale du bien-être, il nous a fallu définir des critères, donc qui sont des éléments indépendants que l'on veut vraiment voir respectés dans les élevages, mettre au point des mesures donc, pour vérifier que les élevages étaient conformes à ces critères ou les abattoirs, et puis calculer, proposer un mode de calcul pour une évaluation globale de ce bien-être. Donc les critères, on en a listé 12, qui sont en fait un éclatement des 5 libertés, si vous devez connaître tous un peu ces 5 libertés. Donc absence de faim prolongée, absence de soif prolongée, confort de couchage, confort thermique, possibilité de mouvement, absence de blessure, absence de maladie, absence de douleur liée à des pratiques d'élevage, expression du comportement social, expression des autres comportements, bonne relation animale et état émotionnel positif. Donc nous avons groupé en 4 grands principes, donc bonne alimentation, logement correct, bonne santé et comportement approprié. Une fois réalisés ces exercices, donc nous avons décidé d'un certain nombre de mesures, donc d'éléments que l'on pouvait vérifier en ferme ou à l'abattoir. Par exemple, l'état corporel, la photo en haut à gauche, qui nous permet de savoir si l'animal a été bien nourri ou non. Au milieu en haut, donc, les comportements de couchage, pour voir si la zone de couchage est bien ergonomique, la propreté, les boiteries en bas à droite. Au milieu en bas, c'est un test d'approche d'un animal à l'autre qui mesure donc, la peur de l'animal vis-à-vis de l'homme, donc à l'inverse, la bonne relation homme-animal, les interactions entre animaux, etc. Donc il y a eu à peu près, pour vache laitière, il y a 36 mesures, on a fait l'exercice, donc vache laitière, vache allaitante, veau de boucherie, les poules,
les poulets de chair, les porcs et les truies, les porcelets. Voilà. Alors une fois qu'on a ces mesures, on va aller en ferme, on va donc noter tout ce qu'on observe, mais quand on dit évaluer, eh bien c'est en fait faire une synthèse de toute cette information, et puis c'est passer de la simple description de ce que l'on voit à un jugement. Si j'arrive dans une ferme et je vois 5% de vaches qui boitent, bon, alors qu'est-ce que je vais dire? C'est bon, c'est pas bon, c'est moyen. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'évaluation. Donc lorsque nous avons voulu réaliser cet exercice, oui, c'était pas la dernière présentation, mais bon, c'est pas grave. Il y a un certain nombre de questions qui apparaissent, qui ne sont pas forcément des questions techniques, mais plutôt des questions éthiques. Et donc, nous étions face à des difficultés techniques, donc mesurer ce qu'on voyait en ferme, et puis aussi à des questions éthiques et évaluer le bien-être. Eh bien, dans le projet Welfare Quality, sa force, ça a été d'arriver à relier donc, les questions éthiques aux questions techniques. Donc, dans ces questions éthiques, une des premières, c'était doit-on se baser sur le bien-être moyen des animaux dans un troupeau ou se focaliser sur les animaux les moins bien? Donc ça, c'est la question similaire à celle de la comparaison entre deux pays pour savoir s'il y a un pays qui est plus riche que l'autre. Donc on peut regarder le PIB, donc ça va être la donnée moyenne, et puis on peut aussi regarder le nombre de personnes qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc là, quand on fait ça, on va insister sur les individus qui sont les moins bien. Le second aspect qu'il nous a fallu considérer, c'était de savoir si un état de bien-être positif pour un critère donné, par exemple un animal qui est en bon état corporel, peut compenser un autre critère du style, il y a des maladies où l'animal ne peut pas exprimer son comportement. Enfin, un des derniers éléments qu'il nous a fallu considérer, c'était est-ce que lorsqu'on voulait formuler un jugement, il fallait prendre en compte ce qu'on observait dans la pratique et dire, bon, la moyenne des élevages, ce sera la note moyenne, et donc ceux qui sont au-dessus de la moyenne sont bons, et ceux qui sont en deçà de la moyenne sont mauvais. Donc ça, c'est une approche donc, par comparaison, ou alors il faut avoir une approche plus théorique et dire, bon, par exemple, pour les vaches laitières, s'il y a plus de 10% de vaches qui boitent dans un troupeau, de toute façon, ça ne va pas du tout, c'est mauvais. Donc, pour arriver à prendre en compte ces considérations éthiques, donc nous avons développé un modèle d'évaluation. Donc au départ, on a une trentaine de mesures donc, qui sont prises sur animaux. Et puis ensuite, on va vérifier donc, à partir de ces mesures si les fermes sont conformes aux critères de bien-être qu'on avait dictés. Donc là, on utilise une échelle de 0 à 100. Donc la question qui se pose là, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte la moyenne des animaux ou les animaux extrêmes? Pour passer des critères, en fait, on regarde s'il y a des compensations possibles entre critères. Si le fait de ne pas avoir soif, ça va compenser le fait... ça va tout travers. Je vais y arriver. Voilà. Et à la fin, donc, on a essayé de voir s'il fallait donc, fixer des limites théoriques ou avoir une approche plus pragmatique. Donc, je vais expliquer ça dans les diapositives suivantes. Donc, au départ, nous avons des mesures sur animaux et puis nous avons nos 12 critères et nous voulons savoir donc, si ces critères sont respectés. Donc, je prends ici l'exemple des boiteries chez les vaches laitières. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on observe un pourcentage de boiterie et il faut savoir si ce pourcentage est acceptable, complètement mauvais ou au contraire excellent. Bien sûr, quand c'est 0% de vaches qui boitent, c'est excellent. Donc, pour arriver à transformer donc, les données observées en un élément de jugement, donc nous avons demandé à des experts donc de sciences animales de nous donner leur avis sur la façon dont ils interprétaient donc, les pourcentages observés de boiterie sur une échelle de 0 à 100 de satisfaction. Donc 0, c'est pas bien du tout, et 100, c'est excellent. Donc voilà la courbe qu'on obtient, qui est au lycée, bien sûr. Et sur cette courbe, on s'aperçoit que 9% de vaches qui boitent, ça correspond à une note de 50%. Donc typiquement, il y a priorité aux animaux qui sont en difficulté, parce que si on avait dit 50% de vaches qui boitent, eh bien c'est une note de 50, ça n'aurait pas été le cas. Mais on a aussi pris en compte la moyenne globale des animaux. On a pris en compte aussi les animaux qui ne boitaient pas que sévèrement, mais aussi ceux qui boitaient
qu'un tout petit peu. Et donc, quand on a 5% de vaches qui boitent sévèrement et 50% qui boitent modérément, on a un score plus faible que quand il y en a 10% qui boitent sévèrement. Donc, vous voyez qu'on n'a pas pris que les animaux qui boitaient sévèrement. Donc, c'est un équilibre entre donner la priorité aux animaux en difficulté, plus en difficulté, et considérer donc la moyenne du groupe. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est couramment fait en humaine quand on veut prendre des décisions. Alors, ensuite, pour savoir si on devait compenser ou non les notes entre critères, eh bien, nous avons là interrogé des chercheurs en sciences animales et en sciences sociales. Et ils ont jugé que certains critères étaient plus importants. Par exemple, quand on met ensemble l'absence de soif et l'absence de faim, eh bien, l'absence de faim est jugée comme moins importante que l'absence de soif. En gros, la soif est un problème plus sévère que la faim. Mais aussi, on s'aperçoit qu'il ne compense jamais les mauvaises notes par les bonnes notes, en tout cas pas complètement. Là, j'ai pris un exemple où vous avez les scores donc, qui sont obtenus pour l'absence de faim et l'absence de soif, donc dans 3 fermes imaginaires, donc 25 pour la faim, 75 pour la soif, 50-50 ou 75-25. Donc on s'aperçoit que quand on a 50-50, le total fait 50, enfin, ou la moyenne. Mais quand on est à 25-75, eh bien, ce total est toujours en deçà de 50. Ce qui signifie que quand on a une mauvaise note quelque part, on ne peut pas la compenser complètement par des bons scores dans d'autres matières si on passait le baccalauréat. Voilà. Donc, je dis ça parce qu'on est très formaté par ce qu'on appelle la moyenne pondérée, qui est exactement la façon dont on est noté au baccalauréat. On peut être très mauvais en maths et très bon ailleurs, ou l'inverse, très bon en lettres, et on peut quand même avoir le bac. Et bien là, les personnes ne raisonnent pas de la même façon en matière de bien-être animal. Donc nous avons utilisé donc, un opérateur spécifique que je ne détaillerai pas ici pour pouvoir éviter donc, les compensations trop importantes. Alors à la fin, donc, on avait les données de base, les critères, les principes, et à la fin, donc, on voulait produire cette évaluation globale, donc, qui est produite en 4 catégories. Ces catégories, elles ont été décidées par rapport à l'utilisation possible qu'on pouvait faire de l'information sur le bien-être animal, sur des produits. Donc en bas, vous avez en rouge non classé, ce qui veut dire pas bon du tout, c'est politiquement correct pour dire pas bon du tout. En couleur chair, vous avez le niveau acceptable. Donc c'est un niveau acceptable du bien-être. On pourrait être labellisé pour un label très général. En fait, on est déjà au-dessus de la réglementation. Amélioré, donc on a des bonnes pratiques qui sont mises en place, mais qui ne sont pas encore excellentes. Donc là aussi, ça peut être labellisé pour un label général. Et en bleu, donc c'est vraiment quelque chose de très très bien qui correspond à un marché de niche. Oui, pour le label acceptable, en fait, si on n'a pas le rose là, en fait, si on n'a pas ce niveau acceptable, enfin si on est en deçà, donc là on est exclu d'un label. Alors, pour arriver à faire cette classification, bon là je passe aussi très vite, donc on avait nos 4 grands principes, alimentation, logement, santé, bien-être, et on a défini donc, ce qu'on appelle des profils de référence, donc en deçà de 20 on est non classé, en deçà de 55 on est juste acceptable, au-dessus de 55 on est amélioré, et au-dessus de 80 on est excellent. Alors il y a différentes techniques pour considérer qu'une ferme peut être dans une catégorie ou non. Alors il y a les règles d'unanimité, c'est-à-dire qu'il faut être bon sur tous les... Il faut être au-dessus, par exemple, de la ligne verte pour tous les principes pour être considéré amélioré. Il faut, et là, donc, si on a un point qui est plus faible, eh bien, on sera juste acceptable. On tombe dans le rose. Le problème, c'est que si on appliquait ça donc, à un premier jeu de données qu'on avait observé donc, en Europe, et puis bah, dans ces cas-là, il y a 50% des fermes qui sont non classées et 50% qui sont acceptables. Donc alors, vous direz, bah oui, c'est la réalité, peut-être, mais le problème, c'est que si on veut encourager des améliorations, il faut quand même qu'on puisse montrer que en améliorant au moins certains principes, eh bien, on va pouvoir atteindre la catégorie supérieure. Sinon, c'est assez démoralisant pour ceux qui veulent rentrer dans le système. Donc, on a été plus pragmatique et donc on a dit, bah, si pour être excellent, il faut être excellent au moins sur 2 principes et améliorer sur les autres. La même chose pour être amélioré, il faut être amélioré 2 fois et au moins acceptable sur le reste. Pour être acceptable, bah, il faut être acceptable
au moins 3 fois, et puis voilà. Donc là, c'était la règle du pragmatisme qui a prévalu. Donc nous avons fait des jurys de citoyens pour voir si ces principes étaient bien acceptés. Donc globalement, il y a accord sur la façon dont nous avons procédé. Et les conséquences, par contre, il y a un point qui est de désaccord. Donc c'était s'il y a une note en deçà de 20, non, il ne faudrait pas que l'élevage soit acceptable. Donc ce que nous avons conclu, c'est que pour le moment, ce n'était pas possible parce que sinon la moitié des élevages étaient non classés, l'autre moitié seulement acceptables. Mais c'est une règle qu'il faudra introduire dans le futur. Alors là, oui, donc ce n'était pas la fin, donc je vais le faire oralement. Ce que je voulais, les points sur lesquels je voulais insister dans cet exposé, c'est qu'effectivement, il y a eu un gros travail dans Welfare Quality pour produire des méthodes d'évaluation globale basées essentiellement sur des mesures sur animaux, avec un système de calcul assez complexe derrière, mais pour en fait coller à la façon dont les personnes que nous avons interrogées, qu'ils soient en sciences animales, sciences sociales ou des porteurs d'enjeux, donc à la façon dont ces personnes raisonnent la question du bien-être animal et de son évaluation. Et donc nous avons un peu essayé de faire se rejoindre la technique, les observations, les calculs et les principes éthiques, donc en essayant que les deux se rejoignent. Donc nous avons vu que ce qui a été développé dans Welfare Quality a été largement utilisé. Les principes des 12 critères et des mesures sur animaux ont été repris dans d'autres projets scientifiques, le projet Owin avec des développements sur les petits ruminants, sur les chevaux. Récemment, il y a eu un article qui est sorti sur des dauphins aussi avec cette même approche. Ça a été également repris par l'EFSA, qui, si vous regardez sur le site de l'EFSA, vous avez une très bonne vidéo expliquant l'intérêt de prendre des indicateurs sur animaux. Ça a été également repris par un certain nombre de partenaires économiques qui nous ont demandé d'aller dans leurs fermes, d'utiliser en fait cet outil Welfare Quality ou au moins certaines mesures pour engager les éleveurs dans des processus d'amélioration. Et dernièrement, l'année dernière, j'avais dû faire cette analyse d'impact pour l'INRA, ça m'avait été demandé. Oui, j'ai fini. Et donc, je me suis demandé pourquoi le projet Welfare Quality avait eu autant d'impact. Alors certes, il y a eu beaucoup de communication autour du projet, il y avait une solide base scientifique, on avait vraiment travaillé en transdisciplinaire entre sciences sociales, sciences animales et porteurs d'enjeux. Et puis, je pense aussi que la grande force, ça a été au final de donner des chiffres. Et le chiffre, alors je sais qu'un des exposés qui va suivre, ce sera sur le poids des mots, mais je dirais le poids des mots et la puissance des chiffres. Et nous n'en avions pas du tout conscience quand nous avons fait ce projet, mais à partir du moment où on a chiffré les choses, c'est devenu quelque chose qui semblait vraiment très sérieux et donc qui a été repris et utilisé parce que là, il y avait vraiment une base de négociation sur des éléments quantifiés. Et ce que nous avons quantifié, ce n'est pas seulement ce que nous avons observé sur les animaux, mais également la façon dont c'était évalué et traduit, alors les mathématiciens diraient ça en utilité, mais en valeur pour les personnes qui portaient la question du bien-être animal. Voilà, et je finirai. Merci de votre attention. Merci. Merci.